Bienvenue au Polysécure, épisode spécial PME. Je suis accompagné de René Sylvain. Comment vas-tu? Je vais bien, Nicolas, et toi? Très bien aussi. On aborde cette fois-ci la deuxième phase, donc le deuxième chapitre de ton livre, de la méthode Secure, qui est essentiellement éduquée, qui est une approche justement pour peut-être incorporer ce qu'on a vu dans le premier, dans le sondé, l'environnement de comment maintenant le propriétaire de PME peut faire une suite à ça. Éduquer, en gros, c'est la mise en place d'une culture de cybersécurité. On s'entend? Et la culture, surtout dans la PME, ça part directement du propriétaire, du gestionnaire, du CEO. Pourquoi? Parce que c'est lui qui met en place toutes les grandes lignes, c'est lui qui met en place toutes les priorités et c'est lui qui décide sur quoi ses employés vont travailler. Donc, j'ai vu beaucoup de propriétaires d'entreprises comme ça prendre la cybersécurité, donner ça au dernier rentré ou au plus junior, dire tiens, gère ça. Le grand problème qu'on a avec ça, c'est que c'est pas le junior qui va être responsable des poursuites, c'est pas le junior qui va être responsable de signer le chèque, puis c'est pas le junior non plus qui va se retrouver avec la perte de réputation si jamais il y a une cyberattaque. Donc, le but du chapitre, c'est vraiment de venir conscientiser les propriétaires de PME de leur responsabilité et leur imputabilité par rapport à ça. Oui, tout à fait. Puis le premier, comme tu dis, la dernière entrée n'a pas le degré d'amour à l'entreprise que le propriétaire ou le président peut avoir parce que celui-ci, c'est quand même sa vie qu'il met dans son entreprise. Donc, c'est sa création. Fait que s'il délègue avec autant de désinvolture vers quelqu'un d'autre, ben ça envoie quand même un message dans ce sens où l'intérêt n'est pas réellement présent et donc c'est important de ramener l'intérêt sur le propriétaire pour qu'il y ait le ownership complet de ce que c'est. Là. Et ce ownership-là, je l'ai vu aussi dans les hôpitaux. Moi, dans les hôpitaux, ce qui est particulier, c'est que là, on va dire ça comme ça, le médecin est roi. Hein? C'est le médecin qui a le dernier mot. Et j'ai vu des médecins demander à ce que leur poste soit en authentification automatique parce qu'ils ne voulaient pas se souvenir du mot de passe. C'est un exemple, mais c'est un exemple qui est frappant. C'est-à-dire que si vous avez un propriétaire de PME qui veut avoir un mot de passe simple, qui ne veut pas avoir de MFA, qui ne veut pas faire de règles de sécurité, qui ne veut pas être badré de la cybersécurité, c'est le message qu'il envoie à tout le monde. Et quand il va regarder pour ses priorités mensuelles, ses priorités trimestrielles, la cybersécurité apparaîtra jamais nulle part. Donc, il faut vraiment tourner le paradigme sur sa tête. Il faut que ce soit le propriétaire qui soit éduqué en premier. Ensuite, il faut qu'il éduque ou qu'il allume son équipe de gestion à cette réalité-là pour qu'au final, les employés soient éduqués. Donc, tant que ce n'est pas une priorité pour ces personnes-là, donc là, le propriétaire, son équipe de gestion, tant que ça ne devient pas un KPI qui est suivi, malheureusement, ce ne sera pas une priorité de personne. Effectivement, parce que le budget ne sera jamais là pour financer, puis on n'aura jamais la motivation pour les employés qui sont là, puis pouvoir travailler dans des compagnies, disons que mettons qu'il y a une déconnexion importante entre ces paliers-là, ben, ça devient démotivant à la longue parce qu'on n'a pas d'écoute, on n'est pas capable de faire véhiculer le message. Et puis pour ceux puis ça doit parler à beaucoup de gens, si on doit convaincre la haute gestion du bien fondé de nos actions, disons du MFA par exemple, ben on a un problème fondamental parce que on n'est pas là pour protéger la haute gestion contre eux-mêmes, on est là pour aider l'entreprise. Donc, c'est sûr que d'un point de vue technique, les moyens sont à notre disposition, mais la compréhension doit arriver et la volonté va vraiment arriver d'en haut pour permettre et matérialiser quelque chose de sérieux. Sinon, c'est malheureusement un coup d'épée dans l'eau. Là. Et à ça, j'ajoute le fait que si vous voulez embaucher un consultant en cybersécurité, que vous êtes une PME et que dans les 15 premières minutes de la discussion, il vous a perdu avec 12 acronymes, c'est parce que vous ne maîtrisez pas le langage. Ça, c'est super important. Puis ça, je prends du temps là-dedans dans le livre pour venir démystifier le langage. J'explique à travers différentes images comment, par exemple, un EDR, un Endpoint Detection and Response, c'est comme si je mettais un détecteur de fumée sur votre appareil. Et s'il est relié à un SIEM, donc un Security Information Event Management, ben c'est comme s'il était branché à une centrale d'alarme. Donc, il va y avoir une corrélation de ce qui va se passer sur vos divers appareils si jamais il y a un événement de sécurité. Mais toute cette dynamique-là fait que le propriétaire d'entreprise, au final, va avoir du langage, va comprendre quand les acteurs de cybersécurité lui parlent, va comprendre également l'impact des différents outils sur son environnement. Le but en arrière, c'est, encore une fois, de contrôler ce que ça coûte. C'est pas de dire, mettez $1 million, vous allez être en sécurité. C'est pas vrai. Je veux dire,
Desjardins avait un budget cybersécurité avant d'avoir son intrusion. C'est vraiment l'attention. C'est vraiment de s'assurer que le propriétaire et ses équipes de gestion ont une culture et ont une intention qui soit cybersécuritaire. J'aime bien que tu aies cité l'exemple de Desjardins, puisque, suivant le dit incident, la haute direction s'est trouvée être sensibilisée d'un coup sec. Ça leur a fait mal, mais ils ont été sensibilisés de façon assez importante et dès lors, toute la modification et la philosophie de l'entreprise a suivi. C'est parti du haut et le message est descendu à travers toutes les branches. Donc, toutes les branches de l'entreprise ont pris conscience de l'événement et donc maintenant sont sensibilisés parce que quand ils se rapportent vers le haut, ben, si la cybersécurité n'est pas traitée de façon sérieuse, ben, on se retrouve avec des messages qui leur disent régler vos choses. Donc, même une grande entreprise comme ça, c'est important que ça parte du haut et que ça redescende. Et Desjardins est probablement le meilleur exemple public qu'on puisse avoir de comment le message et l'efficacité quand le message est bien orienté, les mesures sont là. Et en ce sens, à mon avis, Desjardins est probablement un des chefs de file en cyber au Québec, depuis cet événement-là, parce que ça leur a fait tellement mal. Et la haute direction a pris ça totalement au sérieux. Donc, c'était à la haute direction, dans cette perspective-là, de redescendre et de mettre en application des moyens à la hauteur de ce qu'on a à protéger, là, pour revenir à ce que tu dis. Là. Oui, tout à fait. Et dans la même optique, je ne sais pas si tu viens dans le dernier épisode, je parlais des mythes. Un des mythes, c'est oui, mais on a une assurance cyber. Vous avez beau avoir une assurance protection incendie chez vous. Si vous n'avez pas de détecteur de fumée, un, vous risquez de mourir, mais deux, c'est parce que la maison va être ensemble, puis là, vous allez peut-être recevoir un chèque. C'est pas ce qu'on veut pour nos PME, c'est pas ce qu'on veut pour notre entreprise. On ne veut pas avoir une entreprise qui va être en morceaux, qui va être arrêtée pour peut-être avoir un chèque 6 ou 8 mois après. Je veux dire, l'entreprise va être morte. La clientèle va être partie ailleurs, la réputation va être détruite. On veut s'assurer de prévenir. Donc, le livre a vraiment ça comme approche. On est vraiment dans un mode prévention, on est dans un mode éducation, dans un mode culture d'entreprise qui doit évoluer pour inclure la cybersécurité. De l'amener comme priorité parce que ça fait partie des choses qui doivent être parlées, comme les finances, comme les RH, tous ces volets-là, ça devient un sujet aussi crucial que ça. On a fait un bon tour pour ce chapitre-là. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter qu'on n'aurait pas couvert? Je te dirais simplement, la cybersécurité, c'est comme toute chose dans la vie. Ça s'apprend. Et il y a moyen de l'apprendre sans que ça nous coûte des millions de dollars ou que ça nous coûte une rançon. Il faut prendre le temps. Et ce temps-là ou cette attention-là paye ses dividendes rapidement. J'ai un exemple d'une firme de sondage qui est notre client depuis jour 1 avec notre produit GuardSmart. Et dans la première semaine, on les a passés d'un score de 9% à 93% de cybersécurité pour leur appareil. Donc, et ça ne leur a pas coûté 2 millions de dollars. Là. On a pris les outils existants de Microsoft qu'on a activés, qu'on a intégrés comme il faut, sur lesquels on a déployé de la gestion des vulnérabilités. Mais mon point, c'est que ces services-là existent. Ces services-là peuvent être gérés si vous n'avez pas d'équipe, mais le plus important, c'est de commencer par vous éduquer pour savoir ce que vous avez besoin, savoir ce que vous voulez, mais également arrêter d'avoir peur de la cybersécurité, mais être empowered, donc être aux commandes de ce qui se passe pour la cybersécurité. Tout à fait. Merci beaucoup. Plaisir.